Ce soir, nous nous penchons sur un sujet capital, l'alimentation des populations humaines fossiles et en particulier celle autour des produits lactés. Une telle recherche nécessite tout à la fois de croiser l'archéologie, l'anthropologie et la biologie comme la génétique évolutive. Il s'avère qu'un tel sujet tournant autour de la possibilité pour les populations adultes d'assimiler ou non des produits laitiers au travers de la persistance d'une enzyme, la lactase, a fait d'énormes progrès en quelques années. Pour en parler, Mélanie Roffet-Salk, bonsoir. Bonsoir Vincent. Ingénieur puis docteur en chimie, vous œuvrez actuellement dans le laboratoire de géochimie organique de l'université de Bristol au Royaume-Uni et êtes fellow de la bourse Dorothy Hopkins de la Société royale britannique. Vos recherches portent non seulement sur le lait, mais aussi le miel. Nous y reviendrons. Merci en tout cas d'être en ligne ce soir de Bristol. Mélanie Roffet-Salk, ce dont nous allons parler est à la croisée de maintes disciplines. Tout d'abord, l'archéologie pour obtenir des échantillons. Ensuite, la chimie à l'aide de la chromatographie et de la spectrométrie de masse. Enfin, vous croisez vos résultats par des études paléogénétiques. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Mon cœur de métier, en fait, c'est vraiment la chimie et la chimie analytique. Je suis chimiste. Mon travail, c'est d'obtenir des données qui sont robustes et que je puisse utiliser ensuite dans plein de domaines. Et je travaille beaucoup avec des matériaux archéologiques. Donc, bien sûr, l'archéologie fait partie de mon quotidien. C'est très important pour obtenir le matériel qui est principalement les poteries, en fait, sur lequel je travaille quotidiennement à l'université de Bristol. Et bien sûr, pour l'archéologie, les contextes sont très importants, la datation est très importante, tout ce qui va autour, voilà, c'est indispensable pour mon travail. Pour mon dernier projet sur l'utilisation des produits laitiers, j'ai collaboré aussi, bien sûr, avec des généticiens de l'University College London et aussi des épidémiologues. Donc, en fait, mon travail est très interdisciplinaire. En fait, c'est beaucoup de discussions avec beaucoup de collaborateurs dans différentes disciplines. Et cette part de l'archéologie dans vos analyses chimiques est-elle importante ou pas? Ou est-ce que vous travaillez sur des échantillons contemporains, par exemple, aussi? Je fais les deux, en fait. Je travaille beaucoup sur des matériels archéologiques, mais bien sûr aussi, je travaille sur des matériaux modernes pour, en fait, comprendre les processus qui se passent dans le monde moderne et ensuite appliquer les connaissances dans le passé. Donc, je fais les deux, mais beaucoup d'archéologie quand même. Alors, vous me parliez des échantillons et des datations. Ce que j'ai découvert, c'est que vos échantillons, qui sont donc infimes, vous arrivez aussi à les dater, et ça, c'est très très important pour vous? Oui, donc on travaille souvent sur des matériaux qui ont déjà été datés de manière relative ou absolue par les archéologues. Et on a maintenant de nouvelles méthodes qui ont été développées il y a quelques années qui nous permettent de dater en fait les gras qui sont contenus dans les poteries. Donc on a très très peu de matière et on arrive maintenant à le dater avec une méthode qui est sûrement très connue de vos auditeurs, le carbone 14. Oui, les fameuses AMS, j'imagine. Mélanie Roffet-Salk, venons-en au lait et à votre grand article que vous avez publié récemment dans la revue Nature. Comment et par quel procédé les humains adultes digèrent-ils ce produit? C'est une question de digérer en fait le lactose dans le lait plutôt que de digérer le lait en général. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que on a besoin d'une enzyme qui s'appelle la lactase afin de digérer le lactose qui est présent dans le lait. Donc le lactose, c'est le sucre du lait. Cette enzyme permet la libération du glucose et du galactose à partir du lactose. Cette propriété, les enfants l'ont naturellement en fait. Par contre, le lactose du lait maternel, par contre, après le sevrage, souvent son activité diminue et on ne peut plus digérer le lactose dans le lait. Et cette activité diminue chez beaucoup de personnes à l'âge adulte, mais pas chez tout le monde. Et c'est ça qui est intéressant. Alors curieusement, de par le monde, la population adulte perd généralement cette propriété de produire donc de la lactase. C'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est un adulte sur 3 à peu près dans le monde qui peut digérer le lactose du lait grâce à la lactase. Donc si on prend le problème dans l'autre sens, il y a 2 personnes sur 3 dans le monde qui ne digèrent pas le lactose du lait.
Le lactose qui n'est pas digéré, en fait, qu'est-ce qu'il fait dans l'intestin? Il fermente au lieu d'être transformé en glucose, en galactose, qui sont des sources d'énergie. Donc ce lactose va fermenter, va produire des gaz et ça peut mener à des ballonnements, des troubles digestifs. Donc chez les personnes qui ne digèrent pas le lactose du lait. Alors ce qui est très intéressant, c'est que la répartition de cette intolérance au lait, pour les adultes bien sûr, est à l'échelle donc de la planète. Il y a des grandes différences. Oui, il y a des très très grandes différences. Il y a des endroits sur Terre où pratiquement tout le monde peut digérer le lactose du lait et d'autres où pratiquement personne ne le peut. Si je prends l'exemple de l'Europe, il y a un gradient nord-sud où au nord de l'Europe, pratiquement tout le monde peut digérer le lactose du lait parce qu'il produit de la lactase à l'âge adulte. Et par contre, plus on va au sud de l'Europe, moins il y a de personnes qui peuvent digérer le lactose du lait. Alors moi, je suis du centre de la France et selon les données, il y a à peu près 50% des gens qui peuvent digérer le lactose dans le centre de la France. Et moi-même, je suis intolérante au lactose et je ne fabrique pas de lactase. Qu'est-ce qu'il en est pour l'Afrique, par exemple? Pour l'Afrique, c'est très variable aussi, mais il y a beaucoup de gens qui arrivent à digérer le lactose. Il y a en fait cette idée que dans le passé, si les populations ont traditionnellement utilisé beaucoup de lait, alors les populations modernes peuvent digérer le lactose dans le lait. Visiblement, dans le sud de l'Italie, seulement 20% de la population serait donc tolérante au lait. Tout ça est dû à quoi? Bien sûr, à la lactase, mais aussi à des caractères génétiques, à un seul allène responsable de tout ça? Oui, voilà, donc c'est génétique, voilà, de pouvoir ou pas produire cette lactase, c'est génétique. En Europe, il y a un seul allèle qui est responsable de la persistance de la lactase. Donc c'est une seule petite lettre qui change dans le code génétique et qui fait la différence entre les gens qui produisent ou pas de la lactase à l'âge adulte. Alors regardons tout d'abord la consommation du lait. A-t-on une idée de l'ancienneté de sa consommation? Alors bien sûr, pour consommer du lait, il faut déjà traire des animaux domestiques. C'est assez compliqué d'obtenir du lait, enfin c'est même impossible d'obtenir du lait d'animaux sauvages. Déjà, on a cette idée que le lait est seulement disponible à partir du moment où l'homme a domestiqué les vaches, les chèvres et les moutons. Donc on parle à peu près de 10 000 avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Et donc on peut utiliser plusieurs méthodes pour voir si les populations humaines ont exploiter le lait de leurs animaux. Il y a des méthodes, par exemple, archéozoologiques, sur le fait d'étudier les restes de faune sur les sites archéologiques. Les fameuses courbes d'abattage des animaux, notamment donc des brebis et autres chèvres, ou vaches même. Voilà, c'est ça. On peut utiliser cette méthode. On peut faire des analyses sur les dents aussi pour avoir des informations sur la saisonnalité des naissances, qui donnent des informations sur la disponibilité du lait. Les naissances des animaux, pas des hommes. Et moi, je travaille sur une méthode qui est complémentaire, c'est que j'utilise en fait les poteries qui sont découvertes par centaines et par milliers sur les sites archéologiques et qui sont en fait les casseroles du passé qui ont été utilisées pour cuire des aliments et potentiellement donc du lait. Et donc, en étudiant ces poteries, on arrive, avec nos méthodes analytiques, à voir si, éventuellement, du lait a été cuit dans ces poteries. Et donc, avec nos méthodes, on a réussi à détecter du lait pratiquement dès le début de la domestication. Donc, il y a environ 9000 ans au Proche-Orient, c'est les plus anciennes résidus laitiers qu'on a découverts dans les poteries archéologiques. J'imagine que vous trouvez plein d'autres choses. Vous ne trouvez pas que du lait dans les poteries? Non, non. Vous l'étudiez aussi? Oui, voilà. Donc il n'y a pas que le lait, bien sûr. Donc déjà, nos méthodes nous permettent de détecter toutes les graisses animales. Donc on peut faire la distinction entre les graisses de ruminants, donc ce qui est chèvre, mouton, vache, et les graisses de non-ruminants, donc tout ce qui est porc, par exemple. On arrive à faire la distinction, comme je vous l'ai dit, entre le lait et les viandes. Donc ça, c'est tous les aspects sur les produits laitiers, les produits carnés.
Il n'y a pas que ça qui atterrit dans les poteries. Dans les poteries, oui, c'est sûr. En tout cas, les archéologues et les archéozoologues pensaient encore, voici peu, que le lait était une production secondaire, plus tardive bien sûr que la consommation de la viande, par exemple, de bovins domestiques. Il n'en est rien, visiblement. Donc, dès le début, les sociétés d'agropastorales se sont mis à traire donc des animaux pour récupérer le lait, bien sûr. Oui, c'est ce qu'on voit avec les données archéozoologiques, mais aussi avec les poteries, on arrive à voir que oui, le lait a été exploité très très tôt. C'est pourrait éventuellement mettre un moteur de la domestication, parce que c'est potentiellement avoir une nouvelle source de nourriture par la domestication des animaux. Quel est le site d'ailleurs le plus ancien que vous ayez étudié? Vous me parliez tout à l'heure du Proche-Orient. Il y a quelques années, on a étudié certains sites du Proche-Orient, même du Moyen-Orient, qui sont probablement des plus anciens qu'on ait étudiés. Tel Sabi Abiad, par exemple, en Syrie, qui est assez ancien, où on a étudié des poteries. Vos recherches se concentrent sur l'étude des lipides préservés dans les artefacts archéologiques. Comment ces constituants de base de notre alimentation ont-ils réussi à se conserver au cours du temps? Parfois donc des milliers d'années, 9500 ans. C'est gigantesque. Oui, c'est gigantesque, surtout quand on parle, même en étant dans ce métier, je suis toujours étonnée, en fait, de voir qu'on arrive à conserver du lait pendant 9000 ans dans une poterie, quand on pense qu'un litre de lait au frigo ne se conserve que quelques jours. Quand on cuit les aliments dans les poteries, les graisses se liquéfient et ensuite elles peuvent pénétrer dans les pores de l'argile et elles sont ici à l'abri des micro-organismes. La taille des pores est de la taille parfaite pour pouvoir protéger les lipides qui sont absorbés dans l'argile. Donc après même plusieurs millénaires, on arrive encore à détecter ces gras, ces lipides qui sont préservés dans les poteries. On arrive à en extraire des fois des quantités non négligeables. On parle de milligrammes de graisse qui sont préservés dans chaque gramme de poterie. Alors bon, j'imagine que des milligrammes, ça vous dit peut-être pas grand-chose. Vous arrivez peut-être pas à trop vous représenter ce que ça fait, mais bon, il est pas rare qu'au laboratoire on ait des échantillons dans des tubes en verre et en fait on arrive à voir une goutte d'huile qui est en fait au fond de notre tube. Donc c'est ça, quelques milligrammes, c'est une goutte d'huile au fond d'un tube. Et on travaille aussi sur moins, on arrive à détecter des microgrammes de graisse par gramme de poterie très très souvent. Donc ça, on le voit pas, mais bon, avec les méthodes, nos méthodes analytiques, on arrive à les séparer, à les identifier. Mélanie Rofefa-Salk, vous avez étudié 500 sites, 7000 échantillons donc de graisse animale sur 9000 ans, le tout en Europe. C'était ça votre dernier article donc dans la revue Nature? Oui, c'est ça. En fait, quand vous dites 7000 échantillons, c'est 7000 échantillons de graisse animale, en fait, qui étaient dans ces poteries. Et donc, pour avoir ces 7000 échantillons, on est parti de 13 000 échantillons de tessons de poterie qu'on a analysés pendant les 30 dernières années, en fait, dans le laboratoire, où on a mis beaucoup de colliers dans les 10 dernières années, où on a dû analyser plus de 5000 tessons de poterie. Donc oui, c'est beaucoup de collaboration avec des archéologues de toute l'Europe. C'est beaucoup de voyages dans les musées pour récupérer des tessons pour pouvoir travailler dessus. Et c'est beaucoup de fouilles aussi, mais pas de ma part. Les sites allaient donc du nord au sud de l'Europe? Et le tout donc pour la période néolithique, c'est bien ça? Oui, on était très intéressés par la période néolithique où bien sûr il y avait les premiers fermiers d'Europe. Donc on a beaucoup travaillé avec beaucoup de sites et beaucoup de tessons dans cet endroit-là. Mais on a aussi regardé un petit peu plus tard, on couvre plus ou moins les 9000 dernières années par l'analyse de nouveaux tessons, comme j'ai dit, mais aussi en synthétisant les données qui étaient disponibles aussi dans la littérature et qui avaient été publiées par d'autres groupes. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Alors bien sûr, d'un seul coup, on voit l'émergence des produits laitiers, mais il était capital de voir quand l'apparition de cette tolérance au lait s'était opérée en Europe. Pour cela, vous avez regardé un corpus d'individus dont l'ADN avait été réalisé, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. On a collaboré en fait avec des généticiens pour synthétiser des données qui étaient déjà publiées et pour cartographier la présence de cette mutation dans le code génétique qui permettait la synthèse de la lactase à l'âge adulte. Donc on a regardé tous ces squelettes. Et vous voyez émerger donc cette particularité à quel moment et où ? On la voit émerger assez tard en fait, plutôt au premier millénaire avant notre ère. Donc on met en parallèle le fait qu'on consomme du lait depuis 10 000 ans et le fait que cette mutation apparaît dans l'ADN ancien seulement il y a quelques millénaires. C'est très tardif. On pouvait penser donc que ce soit dès l'émergence des populations néolithiques. Ce que vous montrez donc, c'est que des populations buvaient du lait avant même d'avoir acquis ce variant. Oui, c'est ça. Ils buvaient du lait et ils étaient intolérants au lactose. Voilà, comme moi, qui suis intolérant au lactose et qui bois quand même du lait. Donc oui, plusieurs millénaires avant. Et peut-on penser donc que le fait de digérer le lactose du lait ait entraîné une amélioration de la santé ? Des études visiblement sur des populations actuelles de quelques 500 000 Européens a été réalisée. Quels sont les résultats ? C'est assez étonnant. Oui, c'est assez étonnant. Oui, donc c'est une étude qui a été réalisée au Royaume-Uni, oui, sur des Britanniques même, qui a croisé les données médicales et génétiques de toutes ces personnes. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas d'effet délétère à long terme pour des gens qui sont intolérants au lactose, donc qui ne synthétisent pas la lactase, mais qui boivent du lait quand même. Donc on n'a pas d'effet délétère sur la santé. Et si on prend dans l'autre sens, en fait, il n'y a pas forcément d'effet bénéfique du fait de boire du lait en étant tolérant au lactose. Il n'y a pas d'effet à long terme, c'est juste pas très agréable d'être intolérant au lactose et de consommer du lait. En tout cas, pourquoi boire du lait ? 2 raisons pourraient être envisagées. Quelles sont-elles ? Oui, voilà, on a 2 hypothèses pour expliquer le fait que cet allèle ait été sélectionné en Europe de manière si forte. Une des 2 hypothèses, c'est les famines en fait, où la pression de sélection se verrait en fait à ce moment-là, et où ce qui n'était pas une question de vie ou de mort le devient, parce que on se retrouve avec des populations pendant des périodes de famine qui sont très mal nourries et qui potentiellement, si elles boivent du lait alors qu'elles ne peuvent pas le digérer, là ça peut bien sûr entraîner la mort. Donc on pense que l'allèle de la persistance de la lactase peut avoir été sélectionné de manière très succincte pendant l'histoire, juste à des périodes très précises de famine. Donc ça, c'est notre première hypothèse. Et la deuxième, c'est une pression de sélection qui est beaucoup plus graduelle en fait et qui est liée au fait que ces populations ont des animaux domestiques. C'est les premiers fermiers d'Europe qui vivent avec leurs animaux domestiques et on pense qu'ils ont une exposition qui est accrue aux pathogènes, notamment aux zoonoses, et donc que la consommation du lait chez des populations qui ne pouvaient pas le digérer pouvait être fatale à ce moment-là. Donc ça serait un peu la goutte d'eau ou la goutte de lait qui fait déborder le vase. L'analyse des lipides dans des poteries archéologiques se fait par chromatographie et par spectrométrie de masse. Ce sont bien sûr des méthodes très puissantes. Toutefois, vous alertez sur le fait qu'il existe de nombreux pièges dans lesquels peuvent tomber certains chercheurs. Vous lancez donc même une sorte d'alerte dans un article. Oui, on a écrit cet article il y a quelques années parce qu'on voyait que la littérature autour du sujet commençait à être relativement importante et il y avait des études qui étaient pas forcément très correctes. Donc on a écrit cet article pour mettre en garde la communauté scientifique de certaines erreurs qui sont perpétrées en fait. Il y a pas mal de littérature par exemple autour de l'alcool. Il y a une obsession des fois pour l'alcool et pour le fait d'essayer de trouver des preuves de l'utilisation des boissons alcooliques dans le passé. La plupart de ces études s'appuient sur des composés qui sont très ubiquistes et qui sont aussi très solubles et donc c'est très difficile de croire à cette littérature et j'appelle à ce qu'il y ait beaucoup plus de tests qui soient faits pour essayer de
de trouver en effet des composés qui peuvent être utilisés pour montrer la consommation de boissons alcooliques. Puisque vous parlez d'alcool, il y a bien sûr l'hydromel et bien sûr le miel. Venons-en justement. Les abeilles sont un thème extrêmement important dans une période où la pollinisation se trouve aujourd'hui extrêmement affaiblie. Il faut rappeler que pour les sociétés préhistoriques, le miel, c'est bien sûr le seul réel apport en sucre dans les sociétés anciennes. Oui, c'est ça. Donc c'est capital. C'est capital, oui, c'est très important, ouais, bien sûr. L'exploitation du miel et de la cire d'abeille, c'est assez difficile à dater. En fait, on a de l'iconographie qui représente la chasse au miel, la récolte des produits de la ruche, qui sont par exemple sur les parois d'une grotte en Espagne, à Cueva de la Araña. Mais c'est très difficile à dater. On est probablement au Mésolithique, entre 8500 et 2500 avant Jésus-Christ. Et on voit, oui, une chasse à miel qui, c'est encore pratiqué, bien sûr, par exemple au Népal, sur des falaises ou sur des arbres immenses en Malaisie. On se doit donc logiquement de penser que les ruches sauvages ont tout d'abord été exploitées. Oui, bien sûr. Je pense que c'est une très ancienne pratique. Les grands singes exploitent eux-mêmes le miel. Il y a même les chimpanzés qui fabriquent des outils, des perforateurs pour extraire le miel de ruches souterraines. La composition de la cire est très intéressante puisqu'elle est constante, car elle est déterminée génétiquement par la biochimie de l'insecte. J'imagine que pour vos analyses, c'est encore plus simple. Oui, c'est très diagnostique en fait. L'empreinte moléculaire de la cire d'abeille est très diagnostique, donc on peut détecter la cire d'abeille très très facilement, par opposition au miel qui se dégrade très très rapidement, comme c'est principalement du sucre. Où avez-vous trouvé du miel et dans quoi? J'imagine des poteries? Voilà, encore des poteries. Donc cette fois-ci, on a synthétisé les résultats sur à peu près 6000 tessons de poterie en collaboration avec Martine Régère au CEPAN, et on a trouvé 75 résidus de cire dans ces 6700 tessons de poterie. Donc ça fait vraiment pas beaucoup, moins d'1% des tessons. Mais par contre, on a trouvé ces résidus de cire partout en Europe néolithique, même au Proche-Orient et en Afrique du Nord. Par contre, on n'a pas trouvé de cire d'abeille en Écosse ou en Phénoscandie aussi dans la péninsule. Et on pense que c'est la limite écologique de la présence d'abeilles à cette époque. Donc reste la grande question, quand et où les abeilles ont-elles été domestiquées? Où a-t-on créé l'apiculture? Ah oui, ça c'est la question à 1000 €. On a des traces de ruches dans la Grèce ancienne, par exemple. On a aussi des ruches en Israël au Xe siècle avant Jésus-Christ. On a des gravures sur des tombes en Égypte ancienne pendant l'Ancien Empire, à peu près de 2400 avant Jésus-Christ. Donc on sait que l'apiculture est assez ancienne, mais voilà, on n'a pas d'autres indications. Et bien sûr, le fait de trouver de la cire d'abeille dans les poteries n'indique pas si le miel et la cire a été obtenu par la chasse au miel ou par de l'apiculture. L'archéologie et la chimie mènent absolument à tout. Votre nouveau sujet de recherche porte sur l'exploration des liens entre le changement climatique et les réponses humaines dans le passé. Autour d'un événement majeur, le fameux 8200 ans avant notre ère, cette fluctuation climatique assez exceptionnelle. Oui, à cette époque-là, il y a un énormissime lac d'eau douce au nord du Canada qui se déverse dans l'Atlantique Nord et qui a une répercussion pour le climat à l'échelle mondiale. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé le site de Çatalhöyük en Turquie, qui à ce moment-là est peuplé par des fermiers qui pratiquent l'agriculture depuis pas si longtemps que ça. Et on a regardé l'impact de cet événement climatique sur leur vie. Et à ce moment-là, on voit qu'il y a un changement dans les troupeaux. Ils commencent à exploiter plus les chèvres et les brebis plutôt que les vaches, qui sont probablement moins adaptées à la sécheresse. Et on voit aussi que les bouchers s'efforcent à exploiter au maximum les carcasses. Il y a des traces sur les os. Et en étudiant les graisses animales, on a réussi à voir que cet événement climatique dans les graisses animales. Et en travaillant avec des climatologues, on voit qu'il y a des températures plus basses dans l'année et des étés plus secs. Donc on voit en fait un vrai impact sur l'agriculture